Après 4 mois de combats acharnés, ce fut grâce à l'action des Polonais du général Anders et des Goumiers du général Juin que les forces alliées d'Italie, du général Clark et Alexander, finirent par tourner et percer la ligne Gustave et se saisir de Cassino. Cette bataille de tranchées rappelait 14-18. À l'autre bout du monde, grâce à leur technologie et à des liaisons radio sophistiquées, les Américains s'assuraient la suprématie aérienne et navale qu'illustrait la prise de Truk dans les Carolines. Ces îles sont situées dans le périmètre défensif du Japon. Pour commenter les actualités américaines puis japonaises, nous sommes avec Pierre Messmer, qui n'est pas là en tant qu'ancien Premier ministre, mais pour 3 raisons. D'abord parce qu'il est un combattant de Bir Hakeim, et ce sont ses compagnons qu'on va voir aux actualités, en Italie, à Cassino. Ensuite parce que les actualités américaines qu'on va voir, il en connaît bien la substance, il était aux États-Unis à peu près à ce moment-là, et il va nous en dire un mot de cette mission aux États-Unis. Enfin parce qu'à l'occasion du Japon, il a été parachuté sous l'occupation japonaise et donc il va voir un petit peu ce qui se passait avant qu'il y débarque. Monsieur le Premier ministre, puis-je vous demander de ces 3 expériences, quelle est celle qui vous a le plus frappé? Elles m'ont frappé différemment. Comme officier de troupe dans l'infanterie, ce qui m'a le plus frappé, mon souvenir le plus dur, c'est évidemment Bir Hakeim et El Alamein. Mon souvenir le meilleur comme officier de troupe, c'est l'entrée à Paris, le 25 août 1944. Comme parachutiste, mon souvenir, et il est sévère, celui-là aussi, c'est mon parachutage au Tonkin en 1945. Et là, les États-Unis, du détail. Oh, les États-Unis, par rapport à ça, ça me donne l'impression de tourisme et de permission, si je peux dire, de permission de détente pour un militaire qui est resté longtemps en Afrique. Eh bien, on va voir d'abord les activités américaines, où il sera question de Cassino. Et puis, vous nous direz quand même ce que vous avez vu là-bas en mission quand vous y étiez. Sydney, Australia, 10,000 miles from Main Street, USA, and the first contingent of WACs arrives for South Pacific duty. And from the General to WAC Major Hazel Miller, flowers of welcome for the women she commands. WACs in Australia will take over scores of different Army jobs from MacArthur's men who want to see some Japs about a war. And how are the WACs received? Well, friends, that ain't the whistle of the Australian nightingale. Double-decker buses, just like Fifth Avenue. They used to think Sydney was somebody's brother. Now they learn it's a great capital city of over 1 million people. Casualty, a WAC falls. She hasn't got her land legs yet. But G.I. Joes are quick to show that the age of chivalry is not dead. And of course the kangaroo, Australia's famous little furry friend. The only animal in the world with a built-in pogo stick. Flying squirrels, too. For G.I. Jane, it's hello, Australia. And girls, you too can join the WAC and see the world. Missoula, Montana, land training for parachute jumping forest rangers. 150 air firemen are ready for duty as the danger season approaches in Colorado, California, Oregon, Washington, Idaho, and Montana. These specialists cover the vast areas by plane, and last year suppressed 31 major fires. They're civilian employees of the Forest Service who have volunteered for parachute duty. It used to take as long as 3 days to reach a fire. Now, it's a matter of a few hours. Now, an actual air patrol. Now there's smoke, and up here, action. This is a lot different than sliding down a pole. 60 of these men made 1,000 jumps in 1 year. The jumpers carry 86 pounds of equipment, including a 20-mile range communications radio. A quick report from the ground directs the dropping of the cargo chute, a special 32-pound fire pack with everything a ranger needs.
Fires are speedily checked with these men on the job. While paratroopers write new war history overseas, the Homefront Sky Brigade fights to save our forests. New York's Metropolitan Museum calls back its rarest art treasures, hidden for 2 years against possible enemy air raids. Princess Juliana, in a rare public appearance, sees Dutch masterpieces returned to the museum. They had been stored in the palatial Stotesbury Mansion near Philadelphia. Utmost secrecy was maintained as to their whereabouts. Now, back to New York's Metropolitan go priceless paintings that are keystones in America's most comprehensive collection of art treasures. Among them are many fine examples of Dutch painting, such as Pieter de Hoog's Scene in a Courtyard. Rubens, the great Flemish painter, did this Virgin and Child. Others back after 2 years are Rembrandt's magnificent portrait of Herman Domer the Gilder and de Hoog's The Linen Cupboard. The Milkmaid by the Dutch master Vermeer. The English court painter Thomas Lawrence painted the Calmady children. Art treasures come back, no longer prisoners of war. The mighty advance in Italy moves on. Town after town falls in the great offensive launched as a southern front of the continental invasion. Allied armies extend a left hook and meet at the Anzio beachhead, prefaced by victory at Castelforte. French troops prepare for night attack. Then, artillery opens up. Castelforte, a town of about 8,000 inhabitants, is a mass of rubble after the most intensive barrage in history. Louis Cass, ace Paramount News cameraman, inspects a church. Newsreel and Signal Corps photographers made these films. People of the town return. The Germans spare them nothing, killing and looting mercilessly before their retreat. Nazi prisoners. Some of them say that Hitler's war is lost, but they fought to the last bullet. French colonials guard the Nazis. Generals Clark and de Gaulle are interested onlookers. Over 12,000 prisoners have been taken. 3 whole divisions wiped out. This is the master race in defeat. Battle-weary, hungry, dirty, wounded. Victory at Gaeta. American infantry moves up for battle. The great majority of these men are draftees, members of the new 85th and 88th Divisions, the first all-selective service outfits to fight in Europe. Along the road, piles of knocked-out equipment. Casino and the full fury of 8th Army guns. Over the 8th Army, superb air support. Casino is ours. Hinge of the long-held Gustav Line, it is like a ghost city, topped by its shattered monastery. Troops move along on the famous Highway 6. This was a British victory with Canadians, Poles, New Zealanders, Indians, and Italians battling forward. More prisoners are brought in. These were the crack parachutists of Lieutenant General Richard Heydrich, many of them teenage boys. And Casino's people, bewildered and frightened by the fury of total war. Weary and half-starved, for them, it's dinner time again. There have been some long and terrible hours between meals for civilians and soldiers alike.
This was the road to Rome, prelude to the invasion battles in the West. Ce qui est caractéristique de cette bataille de Cassino, tout à fait décisive, puisqu'elle conduira, elle aura pour conséquence la prise de Rome sans combat, Rome ayant été déclarée ville ouverte. C'est, comme vous l'avez dit, que la décision a été emportée par les divisions françaises et polonaises qui sont les moins modernes de la 5e armée américaine et de la 8e armée britannique. Et tout cela simplement parce que la manœuvre décisive a été décidée par le maréchal Juin par les montagnes, et ce sont les tabors marocains qui ont eu le rôle essentiel dans cette manœuvre, de même que les Polonais l'ont eu devant la ville ou les ruines de Cassino. En d'autres termes, on assiste à l'occasion de cette bataille à une sorte de retour en arrière. Ce sont les moins modernes qui jouent le rôle principal. Les moins motorisés. Les moins motorisés et surtout les moins mécanisés. Exactement. Car on ne peut pas faire manœuvrer les chars dans les montagnes et autour de Cassino. Bien sûr. Et puis il y a De Gaulle qui est là. Ah, oui, il y a De Gaulle. C'est assez intéressant parce que je crois que c'est la première fois que les actualités américaines montrent De Gaulle en Italie. Et c'est la marque d'une évolution des Américains vis-à-vis de Gaulle. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, le général de Gaulle est devenu depuis quelques semaines le seul président du Comité français de libération nationale, le général Giraud ayant démissionné. Donc les Américains... Les Américains pratiquent comme toujours, disent puisque c'est De Gaulle qui a gagné, c'est avec lui qu'il faut jouer. The great drive in Italy sweeps on. Throughout the front, Nazi prisoners continue to pour in. Over 12,000 captured already. Another Nazi prisoner, a torpedo 12 feet long, manned by a 17-year-old German sailor. It's virtually a midget submarine for suicide attacks. The story of Cassino, key town on the road to Rome. Months of Allied shelling and bombing have left nothing but ruins. Heavily mined and loaded with booby traps, it's a city of ghostly desolation. Meanwhile, at Naples Harbor is another chapter in Rome's drama. Supplies and equipment in vast numbers stream in. Tracer bullets, trucks, jeeps, shells. The story of Italy's victories is one of careful planning by the American 5th and British 8th Armies, brilliant strategy by General Alexander, and America's own Mark Clark. Wright Field, Ohio, and simulated rescue of the wounded by a new Army Sikorsky helicopter. In each flying capsule is a comfortable litter. First, a field dressing is quickly applied and headphones adjusted. Through these, the pilot keeps contact with his wounded passenger. This is how it's done today in the Burma jungle. Snug and safe as a chick in an egg, he's off to a base hospital. Where ordinary planes fear to tread, this flying ambulance is right in its element. Another war use for the versatile helicopter. At Hershey, Pennsylvania, the 36th Annual Conference of Governors, attended by the executives of 38 states. Governor Saltonstall of Massachusetts opens the meetings. Chief topics, post-war problems, and curtailment of many emergency federal powers over states. First, Governor Bricker of Ohio, a Republican presidential hopeful. When local responsibility is destroyed, citizenship atrophies and dies. But when state and local governments flourish, when men and women practice representative government and exercise home rule, the foundations of the republic are secure. The more of history that is made at the crossroads and the less that is made in the capital, the freer we will be. Republican Governor Earl Warren of California on industrial reconversion. Our plans are from the ground up. That is where our national policy should start. Any national policy which does start there will have a sufficiently broad foundation
to assure general understanding and a more cheerful compliance than would otherwise be possible. Now, the leading non-candidate for the nomination, New York's Thomas E. Dewey, warns of peril in peacetime regimentation. The task of political leaders, then, is not to lead one part of the American people against another in violent crusades about unessentials. The task is to unify in peace as in war, to keep and build our newfound faith in ourselves, in our country, and in our God. With the Republican convention close at hand, all eyes are on three governors, Dewey, Warren, and Bricker. Hot weather comes in with a bang. At the beaches, record Memorial Day crowds, and elsewhere there's a rush for the water. So Paramount News, sweltering like everyone else, takes you to a diving exhibition in beautiful Miami Beach, where things at least look cool. How to get into the pool quick, a perfect hot weather diversion. Now, grace, symmetry, form, and what have you in a somersault, and a back somersault coming up. A full twist, the kind you dream about making. Diving boards for three with timing and polish plus. Water champions. It's a sweet way to beat the heat. Whoever said Miami Beach was a winter resort? From somewhere in the Pacific, thrilling sky battle as a Navy carrier task force sights Jap planes overhead. Anti-aircraft opens up against the enemy torpedo bombers. The air is filled with burning tracer bullets and shell fire. The plane dives to escape, but it's a goner. Another one zooms in to attack and meets spitting death. Two down, and then with their offensive power gone, the Japs depend now on desperate sneak, hit-and-run attacks. And one more burning bomber headed for the Dream. These are official Navy films. One more day of battle. Over 5,000 Jap planes have been destroyed, and our offensive thunders on. In moments of crisis involving the safety of our native land, the American people have invariably rallied against the danger with courage, faith, and resolution. For more than 2 years, we have been in one of these crises, perhaps the greatest of our history. On the battlefield and on the home front, men and women are daily making great sacrifices so that freedom and our way of life may be preserved. There is now in progress the 5th War Loan Drive to raise money so as to ensure that this conflict will be brought to the speediest possible conclusion and with the least loss in lives. Complete success in that drive will meet the acclaim of the forces in the field and will be renewed proof that all Americans are one solid phalanx of determination in this great war. All of us profoundly trust that soon the world may be restored to a just peace. Until we can, with God's help, bring about that happy realization of our hopes, each of us must seek for ways and means by which the value of our services to our country may be increased. For the moment, we can do so by buying bonds. Let's make this particular victory a quick and overwhelming one.
Pierre Messmer, ma première question, c'est d'abord vous demander vos impressions devant ces actualités, 50 ans après. Et puis après, nous reviendrons sur votre séjour aux États-Unis à cette date. Ce qui me frappe dans ces actualités, c'est la place qui est tenue par la politique intérieure américaine. On a l'impression que les Américains, en tout cas les politiques, sont déjà en campagne électorale. Ça s'explique sans doute par la maladie de Roosevelt, dont on voit qu'il est déjà un homme en mauvaise santé, mais ça s'explique aussi par l'approche de la campagne électorale et par conséquent de l'élection à la présidence des États-Unis. Et on voit bien que tous les politiques américains se placent par rapport à cette campagne électorale. Oui. Et alors, la deuxième question que je vais vous poser, n'a plus de rapport avec cela, c'est pour la période considérée. Vous avez été là-bas à peu près à ce moment-là. Oui, un petit peu avant. Un petit peu avant. Mais vous avez vu, entre guillemets, s'agiter, fermer les guillemets, les milieux français aux États-Unis. Ensuite, on peut se poser une question. Pourquoi Roosevelt, maintenant qu'il sait que De Gaulle est le seul maître à Alger et qu'on connaît maintenant son profil, on a eu le temps, oui. Pourquoi s'oppose-t-il tant à la reconnaissance de son comité comme gouvernement au moment où on va débarquer et où on va confier au fond à Eisenhower le soin de choisir ses interlocuteurs? Comment vous expliquez tout ça et qu'est-ce que vous avez vu là-bas qui vous l'a fait sentir? En ce qui concerne les Français, qui jouent un certain rôle dans la formation de l'opinion de Roosevelt, parce que Roosevelt entendait, soit directement, soit indirectement, un certain nombre de dirigeants français de l'Ancien Régime, de la Troisième République, qui étaient réfugiés là-bas. En ce qui concerne les Français, ce qui est caractéristique à cette époque-là, c'est que cette colonie française, très importante par le nombre, mais aussi par la qualité des hommes, est constituée d'hommes et de femmes qui ne sont pas vichistes, c'est évident, sinon ils ne seraient pas venus aux États-Unis dès 1940, pour la plupart d'entre eux, et en tout cas à partir de 1941. Mais ils ne sont pas gaullistes non plus, parce que s'ils avaient été gaullistes, ils auraient été à Londres, ils seraient engagés dans les forces françaises libres. Alors, ces hommes-là et ces femmes-là, si je peux dire, ont une position d'attente. Ils s'efforcent d'obtenir de l'administration américaine qu'elle ne fasse rien d'irrévocable et en particulier qu'elle ne reconnaisse pas trop vite le général de Gaulle. Mais ça, pour Roosevelt, ça ne suffirait pas. Car il est soucieux non pas des opinions des Français qui sont aux États-Unis, et dont il ne pense pas tellement de bien, à mon avis, mais il est soucieux de l'intérêt des États-Unis. Et je crois que Roosevelt n'a pas trop confiance dans le général de Gaulle. Il pense encore que le général de Gaulle est un chef militaire d'un style très traditionnel en France, et que lorsqu'il sera rentré en France, s'il est reconnu déjà par les États-Unis, eh bien, il aura une légitimité qui lui permettra d'asseoir son pouvoir, alors que Roosevelt, lui, préférerait un jeu beaucoup plus ouvert. Et j'ai l'impression que c'est une de ces raisons, et pas la moindre. Oui, mais jusqu'à présent, il s'est mis avec Giraud, n'est-ce pas? Il a été successivement avec Darlan parce que c'était un expédient provisoire, oui. Puis il a été avec Giraud, puis il a été après ça avec Giraud et De Gaulle qui s'étaient provisoirement rapprochés. Et maintenant, bien entendu, il tient compte du général De Gaulle, mais il attend quand même. Est-ce qu'il tient compte de cet argument qui est encore donné par Vichy, que d'une certaine façon, De Gaulle est aux mains des communistes? Ce qui évidemment est un mythe. Oui, je ne crois pas. Oui, c'est un mythe. Je ne crois pas que Roosevelt craigne tellement cela. Je crois qu'il craignait plutôt, à tort évidemment, il craignait plutôt que le général de Gaulle pense à établir un régime autoritaire en France, et pas un régime d'extrême gauche, naturellement. Oui. Au fond, il croit, Roosevelt, qu'il est le seul à incarner la démocratie. Il le pensait certainement. Oui, mais alors, certainement. Churchill l'a pourtant démenti plusieurs fois. Oui, mais vous savez, dès ce moment-là, dès 1943-1944, on sent bien que le poids dans la guerre, enfin du côté allié, ce sont les États-Unis qui le font. Beaucoup plus que Churchill. Churchill s'efforce de sauver l'influence britannique autant qu'il peut, mais je crois que sur une affaire comme celle des rapports entre Roosevelt et De Gaulle, Churchill n'intervient pas tellement. Mais quand vous êtes revenu en Afrique du Nord, après ce voyage, vous aviez peut-être su le rôle de Jean Monnet, vous avez su tout ce qu'il voulait faire, comment il n'a pas été suivi, comment il a été optimiste à tort sur la... Il espérait que Roosevelt reconnaîtrait le gouvernement d'Alger, ce qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce que vous avez pu dire vous-même, que vous aviez vu et senti? Moi, j'avais senti très bien
l'hostilité de la majorité de l'administration américaine vis-à-vis du général de Gaulle. Je n'ai jamais vu Roosevelt, bien entendu, mais on sentait bien l'attitude de son administration, enfin de la majorité de cette administration. Car il y avait aussi dans cette administration des partisans du général de Gaulle, des hommes qui pensaient que c'était lui qui incarnait l'avenir. Mais ça n'était pas le cas de la majorité de l'administration américaine, qui était, elle, beaucoup plus attentiste et qui, s'alignant sur le président des États-Unis, ce qui est normal, disait, eh bien, nous verrons, nous administrerons la France avec un système d'Amgot, et puis ensuite, lorsqu'il y aura eu des élections libres, à ce moment-là, nous verrons à reconnaître celui ou ceux qui seront les vainqueurs de ces élections. Il y a une anecdote que j'ai lue, je ne sais plus où, qui rapporte que quand on mettait sur le dossier de Roosevelt problème de la reconnaissance du gouvernement d'Alger, il feuilletait les papiers, comme ça, vous voyez, il les feuilletait, et puis ça, il le mettait toujours dessous. Et c'est resté comme ça pendant des mois, jusqu'en juin. Ah ben, ça reste comme ça jusqu'au mois de juillet 1944. Exactement. Eh bien, on va voir maintenant un troisième aspect de votre vie à cette époque, si j'ose dire, au travers de cette actualité, enfin de votre vie future, c'est le Japon et son rayonnement, ou plutôt son déclin, dans le Pacifique.響くは早々の調べ命を捨てて全国津々浦々一億の胸にすべて悲しみの半旗翻る昭和19年5月12日古賀元帥の栄魂永遠に神と静まりたもう海軍曹は帝都築地の西本願寺においていとも厳かに執り行われました。賢きあたりより御左見の勅使徳大寺侍従の御配島田海軍大臣は切々弔辞を捧げました。伏見て元帥海軍大将小三味君一等高一級古賀峰一閣下の英霊に次ぐ我ら海軍将兵は明治のもと滅敵一生の信念良いを固く閣下の心を心とし優先関東誓って敵米英の誹謗を粉砕しもって真金を野戦に立てまつらんことを期す。ついで喪主八重子未亡人霊前に進んで昇降。3列の儀仗兵の放つ3発の小銃はさつきの空に悲しくこだます。午後1時45分、東條首相は1億国民の慶長を代表して昇降、ついで一般の昇降に入りました。元帥今ぞ神と静まりたもう、我ら一億御霊に応え祀るの道は、ただただ総決起総力を挙げて大東亜戦争完成へ戦い抜くことあるのみ。
東京日比谷公会堂に官民代表3500名を集めて国民総決起運動中央総会が開かれました。小林中央協力会議長宣誓文を朗読。宣誓。今や必勝の道は前線に対応する国民総決起あるのみ。ここに我らは霊園を撃退してかつて制度に応えますらん。ついで東条首相は勝敗の決は希薄にありと全国民の決起を要望しました。運動の要点は我が国民がまれながらにして持つところの忠誠心を盛り上がらせ、それを常に推進することであります。官民ともに日本のタバコも分けを温かき戦友愛をもってお互いが裸になり、また許し合い、また信じ合い、また助け合うことが肝心であります。戦いに勝つということは戦場にのみあるのではないのであります。国民諸君の足元にも日常生活の上に短く損することを忘れてはならんのであります。インド国民軍ついに祖国にいる。喜びに表も明るい某最高司官は前線の我が軍司令部を訪問。インド国民軍に寄せる本軍の絶大なる援助を感謝するとともに今後の作戦について協議を重ねました。無敵皇軍と精鋭インド国民軍の固い協力の前には敵イギリス軍のあがきも虚しく、インド戦線我が必勝の作戦は着々進められていく。皇軍を食い止めんと焦るイギリス軍は航空機を総動員、前線へ落下山で軍需品補給に強行している。しかもこの物量はしばしば我が陣地内に投下される。けらし皇軍の進撃が神速を極める結果、敵機は我が陣地を味方と誤ること大いがためでありましょう。明け染める南海の我が基地、暁の闇をついて今日もまた海軍親衛飛行艇は巨体を表す。命令が下される。南方第一線へ軍事物資の補給に急ぐ我が船団を護送するのだ。船団との会合地点、護送上の諸注意が与えられる。虎視眈々我が補給路航乱に出没する敵潜水艦にいささかたりとも船団襲撃の機会を許すことがあってはならん。船団護送、華々しさを欠くとはいえ誠に重大な任務を帯びて飛行艇は鮮やかに立位する。眼下に船団ビーム、
直ちに護衛に移る。戦弾に満載された武器弾薬こそ第一線の我が将兵が相棒華々しきもの。この戦弾が無事航海を終えた時、敵の反攻を払う我が厳然の体制はさらに一段その硬さを増すのである。敵潜水艦あえて出撃するか、搭乗員は困難なる索敵に瞬時の注意も緩めず、生前陸路相含む戦弾、堂々大横を連ねる飛行艇、必勝への重責を担い相携えて一路南下する。太平洋の鳩を蹴って疾駆する我が水雷戦隊。続くはその威力、世界の剣艦技術を圧倒し去った巡洋戦隊、あるいはまた旧来の海戦常識を確信せしめた海軍航空戦隊、また有用迫らざる主力艦隊。我が連合艦隊はひたすら敵艦隊撃滅の日に備えて訓練に励む。訓練は実戦のごとく、実戦は訓練のごとく。思い起こす明治38年、我らの人が発揮せる最天なる闘魂、白抜せる戦術は帝国海軍の伝統として今なお脈々海軍将兵の潮の中に流れている。丸々艦上連合艦隊を率いて立つ豊田司令長官最近の英士。空母50隻以上と呼称するアメリカ艦隊を迎えて帝国海軍はいささかもたじろがず、緊張感のもと戦意いよいよ高く、ただ撃滅の機至るを待つのみ。静かに海図を案ずる司令長官、脳裏にきらめくはいかなる戦略であろうか。ただ生産力を頼んで多数の艦艇を要するアメリカ艦隊は有力なる機動部隊をもって帝国海軍の消耗を競う。再び三度中部太平洋水域に出没し、余ったえ既存にも人を奪還し、南シナ大陸に達せんと符合する。大東亜をめぐる退路を探し、されど我々はいたずらにこれを恐るるにはあらず。決戦の要素、いよいよ急なる太平洋の厳正は、あたかもバルチック艦隊を臨海に向かい撃った日本海海戦のその前夜にも放出としているではないか。陸路相含んで有用迫らず、
威風堂々太平洋を足して進む我が主力艦隊の威容、時だなんかその巨砲は方向し、敵を懐近く引きつけてこれに必殺の強打を与えるであろう。我ら一億豊田司令長官のもと、連合艦隊将兵の全貌優先に期待し、ただただ全力を挙げて戦力増強に邁進し、一機一艦でも多く第一線に送り、忠勇なる将兵の労苦に応えようではないか。我が北四軍の精鋭諸部隊は4月18日、河南省に行動を開始、早くも2日にて鄭州を占領。また航空部隊は中原のこと洛陽を爆撃、着々戦果を拡大、重慶直径第一戦区40万の敵軍を包囲、兵艦戦の打通に成功した。我が工兵隊は大黄河の流れの中に陸前華僑を観光。陸の精鋭はこの橋を渡って一路南下、鄭州へと進撃する。最近の世界情勢を関数軸側に有利なりと猛談し、皇軍が大陸より兵を南方戦線に転出せると誤信した重慶は、大陸総反攻を鼓合して家屋奪の作戦展開に呼応して、陸軍航空部隊は24日、敵第一戦区の中枢洛陽を吸収。我が荒鷲は堂々砲翼を連ねて洛陽上空に侵入。敵の重要軍事施設を爆砕しました。また一隊は洛陽西方40キロの地点に前線補給に焦る民用列車を発見。これに急降下壊滅的打撃を与え、早くも敵の野望を粉砕させたのであります。Pierre Messmer, on vient de voir des activités japonaises. Quelques mois après ce que nous venons de voir, vous serez parachuté en Indochine occupée par les Japonais. Vous n'avez pas vu ces actualités, bien sûr, à l'époque. Quelle réaction vous avez d'abord devant ces images? Je trouve que les Japonais deviennent mélancoliques. Ils nous présentent un bel enterrement d'un amiral mort au combat. Ils nous présentent ensuite des discours qui sont des discours défensifs. Et ils nous présentent des exercices militaires, certes très impressionnants, de cette flotte japonaise, mais vous l'avez remarqué comme moi, pas une seule bataille. Même les Chinois, l'expédition
japonaise dans le nord de la Chine ne se heurte à aucune organisation militaire solidement défensive, parce que les Chinois, que ce soit ceux de Mao Tse-tung ou ceux de Chiang Kai-shek, ont comme tactique de se reculer, de se replier devant les avances japonaises, et puis ensuite de réoccuper le terrain après que les Japonais l'ont évacué. Alors on a l'impression, à travers ces images japonaises, que les Japonais changent de stratégie. Ils passent d'une stratégie offensive, dont ils nous ont beaucoup parlé, dont ils nous ont montré beaucoup d'images dans les mois et les années précédentes, à une stratégie qui est déjà une stratégie défensive. Il faut bien le dire. Elle est défensive, mais politiquement, elle est offensive. Et c'est ma deuxième question. Parce que nous savons qu'à cette date-là, ils ont proclamé l'indépendance d'un certain nombre d'ex-colonies hollandaises, etc., etc. Et vous-même, qui allez en Indochine bientôt, et qui est un vieux colonial, enfin qu'il avait été à un moment, et vous savez bien qu'à cette époque, il y a eu quelques semaines plus tôt, quelques mois plus tôt, le discours de Brazzaville, une politique nouvelle de Gaulle, ou du moins imaginée, ou qu'on a imaginé une politique nouvelle concernant l'Empire. Quelle vision à l'époque vous aviez, vous, et pouvait avoir de Gaulle, de l'avenir de l'Empire? Je connais un polémiste sociologue et maintenant célèbre, que vous connaissez aussi, j'imagine, qui s'appelle Berck. Ah oui. N'est-ce pas? Qui a écrit cette phrase, au fond, Brazzaville, c'était le retour à Brazza. Et l'avenir de l'Empire colonial, est-ce que c'était aussi le retour à Dupuy? Alors, je répondrai que c'est vrai et à la fois pas vrai. C'est vrai pour les membres de la conférence de Brazzaville, qui sont essentiellement des hauts fonctionnaires, et en particulier une vingtaine de gouverneurs, qui ont été réunis là et qui vont siéger, après le départ du général de Gaulle, sous la présidence de René Pleven pendant 10 jours. Alors, il est bien vrai que les conclusions de cette conférence qui ont été discutées entre hauts fonctionnaires, c'est vraiment le retour à Brazza. Mais ça n'est pas vrai pour le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'est resté que 24 heures à ce moment-là pour faire un discours, et un discours qu'il a eu l'occasion soit de développer, soit de réorienter par la suite. Or, le général de Gaulle, lui, fait un discours qui est tout à fait différent des conclusions qui ne sont pas encore acquises de la conférence de Brazzaville. Et le général de Gaulle considère que l'essentiel, c'est de faire évoluer les Africains, car la conférence de Brazzaville, c'est uniquement une conférence africaine. Elle n'intéresse pas du tout l'Indochine. Le général de Gaulle pense qu'il faut faire évoluer les Africains vers la gestion de leurs propres affaires. C'est ce qu'il dit dans son discours. Alors ça n'est pas du tout le retour à Brazza, parce que Brazza n'imaginait pas, lorsqu'il était à Brazzaville, que les Africains pouvaient gérer leurs propres affaires. Et en Indochine, comment les colons et les gouverneurs imaginaient l'avenir? Alors, en Indochine, à l'époque, l'Indochine, il ne faut pas l'oublier, à cette époque-là, est encore sous le gouvernement de l'amiral Decoux, qui est un haut fonctionnaire, un haut commissaire nommé par Vichy. Et il voit indiscutablement une évolution de l'Indochine, mais une évolution qui ne se fera pas immédiatement vers l'indépendance, qui se fera vers plus d'autonomie interne, disons. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouvera un peu plus tard, au moment où les Japonais vont faire leur coup de force dans la déclaration du gouvernement provisoire en 1945. Et c'est à ce moment-là que vous... Et c'est à ce moment-là, ou un peu après, que moi je vais être parachuté en Indochine, confronté aux réalités, et je m'apercevrai que les réalités n'ont aucun rapport avec l'Indochine vue de Paris. Oui, ou l'Indochine vue de papa. Vu par papa, aurait dit l'autre. Encore plus l'Indochine de papa. Bon, je ne veux pas ajouter, parce qu'on en reparlera peut-être dans plusieurs mois, qu'avec le coup d'œil qui les caractérise, ceux qui vous ont envoyé là-bas vous ont parachuté... Au plus mauvais endroit. C'est-à-dire là où il y avait eu les pavillons noirs, oui. Et où il y avait le Viet Minh. Et où il y avait le Viet Minh qui contrôlait complètement la situation. Ce qui était un coup d'œil extraordinaire. Merci Pierre Messmer, ancien Premier ministre, mais aussi ancien combattant. C'est à ce titre plutôt que vous étiez là, comme témoin et comme historien. La prochaine fois, nous verrons nos actualités allemandes et françaises.